Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Audrey Céleste. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Audrey, vous êtes avocate et nous allons parler donc aujourd'hui de la réparation du dommage corporel chez l'enfant. Donc Audrey, vous êtes avocate depuis 2013. Vous avez 3 collaboratrices qui travaillent avec vous. Vous êtes spécialisée dans le dommage corporel. Vous êtes spécialisée en 2021. Et donc vous traitez exclusivement ces problématiques. Alors chez l'enfant, on le sait, le dommage corporel a des conséquences sur son autonomie, mais aussi celle de son entourage. Alors dommage corporel, les auditeurs vont un peu se poser la question. Alors on va donner l'exemple de la cour d'école qui est régulièrement le théâtre d'accidents, donc qui sont fort heureusement sans gravité dans la plupart des cas, mais pour autant il ne faut jamais négliger les effets d'un accident corporel dont les conséquences peuvent se révéler des années plus tard. Donc il y a des fractures, des traumatismes dentaires, vous allez un peu nous expliquer tout ça, qui sont engendrés par exemple par des bousculades, etc. Alors souvent les séquelles apparaissent à la fin de la croissance, pas obligatoirement de suite, et lorsqu'un accident survient à l'école, il faut mieux préserver les droits de l'enfant en faisant systématiquement une déclaration. On va en parler avec vous aussi. Donc il y a plusieurs cas de figure qui se présentent, donnant lieu à des démarches différentes, bien entendu. Alors Audrey, j'ai fait une petite introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement quand est-ce qu'on parle de dommages corporels chez l'enfant ? On parle de dommages corporels à partir du moment où il y a une atteinte, qu'elle soit d'ailleurs physique ou psychique, elle peut être également morale. En tout cas, il y a un événement qui va se passer, un événement traumatique qui peut être différent. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement sur une blessure, sur une fracture, on peut être sur du harcèlement, on peut être sur des infractions pénales beaucoup plus graves. Et il va y avoir donc cette atteinte, cet événement traumatique, ce fait traumatique, et cela va entraîner des conséquences. Et donc, cela va créer un dommage, et donc on va essayer de le réparer. C'est ce qu'on appelle du coup la réparation du dommage corporel. C'est évidemment la même chose chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, il faut déjà identifier le dommage. Donc, ce sont les parents ou l'école qui vont l'identifier. Comment ça se passe? Quelles sont les procédures? Que doivent faire les parents? Alors, effectivement, sur le cas des accidents scolaires, ce sont des accidents qui sont assez fréquents, pour différentes raisons. D'abord parce que les enfants sont souvent dans la cour de récréation et puis ils jouent. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de recueillir les informations sur les circonstances de cet accident. Parce que avant de pouvoir réparer un dommage corporel avec toute la partie indemnisation qui va suivre et qui est très importante, évidemment, il va falloir déterminer les circonstances de l'accident. Est-ce que l'accident a lieu parce que ce sont 2 enfants entre eux qui se font mal, qui chahutent, qui se blessent? Est-ce que l'enfant s'est blessé parce que il y a dans la cour de l'école un toboggan ou des choses, des accessoires qui peuvent être parfois des choses dangereuses? Est-ce que c'est un membre du personnel de l'école peut-être qui involontairement cause un dommage? J'ai eu par exemple moi le cas d'une petite fille qui a vu sa main coincée dans la porte par l'assistante au moment de la cantine. Ce sont des choses qui arrivent. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de recueillir les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, quels sont les tiers qui sont impliqués, et évidemment d'essayer de réunir immédiatement, j'ai envie de dire, les preuves de l'accident. Oui, ça c'est très important, bien entendu. Donc preuve, on peut parler quoi? Des photos en fait? On peut parler, alors immédiatement, il faut que quand les parents sont informés de l'accident, évidemment se rendre dans des services médicaux pour faire constater les dommages. Et après, au niveau de l'école, si on se situe sur ce terrain-là, de prendre immédiatement rendez-vous avec le directeur ou le représentant pour savoir comment ça s'est passé et obtenir une déclaration de sinistre. Ouais. C'est-à-dire que l'établissement est en mesure de vous remettre un document en disant il y a eu un accident, ça s'est passé à telle heure et ça s'est passé selon les déclarations comme ça. Donc quand tout ça est fait, normalement, on n'a pas besoin d'aller plus loin.
Normalement, on n'a pas besoin d'aller D'accord. plus loin. Après, ça peut être évidemment compliqué en fonction de nombreux éléments, selon l'établissement. Est-ce qu'on est dans un établissement privé? Est-ce qu'on est dans un établissement public? D'accord. Puisque les règles sont évidemment pas Eh oui. les mêmes. Donc voilà, c'est très compliqué dans les établissements publics, on va pas se mentir, Ah oui. parce que il y a c'est un petit peu particulier. On a du mal à joindre les établissements. On leur écrit, on nous répond pas forcément, et on a évidemment une juridiction qui est différente de celle de droit privé, puisqu'on est devant le tribunal administratif, avec des règles qui sont complètement différentes en matière d'indemnisation, notamment pour les enfants ou les victimes. D'accord. Alors, du coup, lorsqu'un enfant est concerné par le dommage corporel, la réparation intégrale du préjudice est en ligne de mire. Et puis, il est important d'évaluer finalement les pertes de gains pour sa vie future. Comment ça se passe exactement? C'est très particulier de réparer les dommages corporels chez l'enfant pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en fait, quoi qu'il arrive, pour pouvoir réparer, il faut déterminer du coup les préjudices. Oui. Donc ça passe par une étape indispensable qui est celle de l'expertise médicale. Quand on est sur des enfants, chez des enfants, les procédures sont très très longues et l'expertise est très très longue également. Pourquoi ? Parce que on va devoir déterminer comment les préjudices vont évoluer. Mmh. Et on sait que les enfants ont d'abord une faculté de réparation, heureusement, qui est très rapide. Donc, souvent, et c'est vrai qu'ils consolident plutôt vite et plutôt bien. Donc, il y a peu de séquelles. Il y a évidemment des cas où ça prend plus de temps. Donc, il va y avoir cette date de consolidation qui va être un petit peu au-dessus du dossier, à savoir quand est-ce que les blessures vont être figées et vont cesser d'évoluer. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que évidemment, il y a des préjudices qu'on va pas pouvoir quantifier tout de suite, et notamment, vous en avez parlé, celui de l'incidence professionnelle ou de la vie future. Et ça, c'est évidemment le point le plus important, puisqu'on ne sait pas ce que va devenir l'enfant et quel impact l'accident va avoir. Donc ce sont des notions très particulières qu'il faut appréhender au fur et à mesure. Et oui. Voilà. Donc ça, c'est quand même très particulier, parce que c'est vrai que vous avez le cas de l'enfant très jeune, avec des blessures très importantes, et donc là il faut vraiment attendre sur le long terme, et vous avez le cas de l'enfant adolescent, c'est-à-dire qui est juste au début de sa vie d'adulte et de sa vie professionnelle, et là c'est très difficile de pouvoir déterminer l'indemnisation au niveau de cette perte de gain professionnel futur, puisque vous prenez par exemple un jeune lycéen qui est en terminale, qui a un accident qui va le laisser peut-être grièvement blessé, ce qui va entraîner une gêne, mais comment évaluer en fait ce qu'il allait devenir? Donc on va lui demander ce qu'il voulait faire comme métier, on va regarder ce que font les membres de sa famille comme métier, et là il va falloir s'orienter sur finalement une perte de chance. D'accord. De devenir ce qu'on aurait aimé devenir. Donc c'est très difficile de figer des préjudices pour des personnes qui sont en devenir et qui sont en mouvement et qui n'ont pas encore commencé leur vie d'adulte. C'est ça. Alors, il y a aussi, lorsqu'une aide humaine est requise, même après la majorité, il y a un poste d'indemnisation très important qui est à prévoir aussi, et cela peut concerner notamment les enfants qui sont handicapés à vie et les victimes par ricochet aussi qui seront aussi prises en compte, les parents, la fratrie, au cas par cas. Comment ça se déroule tout ça, pardon ? C'est très compliqué là encore pour la famille, parce que, par exemple, quand vous prenez un enfant qui a besoin d'une aide humaine, comment est-ce que vous faites la différence par rapport à sa maman, notamment, entre son rôle de maman et son rôle d'aidant ? Et c'est vrai que c'est quand même des notions qui sont un peu particulières. Et donc, l'aide humaine, c'est évidemment un poste de préjudice très important, parce qu'on va devoir quantifier en fait les besoins de l'enfant victime en tant que victime et pas en tant qu'enfant.
pour pouvoir déterminer un quantum d'heures en fait par jour ou par semaine, en disant voilà, bon, il a besoin de tant d'heures par jour pour être aidé, et souvent les aidants sont les membres de la famille. Oui. Donc vous avez évidemment l'aide humaine qui est très très importante, qui est même fondamentale, et après vous avez pour la famille, pour les frères, pour les parents, la possibilité évidemment d'avoir la réparation de leurs préjudices, qui est celui finalement de voir la souffrance dans laquelle se trouvent leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. C'est un préjudice qui est moral principalement. Et voilà, donc effectivement, il faut là encore que l'expertise médicale soit à même de déterminer par rapport à l'aide humaine les besoins, en faisant évidemment le distinguo entre il a besoin de tant d'heures pour se laver, s'habiller, mais comment est-ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été blessé par rapport à son âge? Bon, voilà, donc c'est souvent des discussions qui sont quand même assez vives parce que c'est vrai que au niveau du corps médical, qui est celui qu'on a en face de nous, les assurances, les médecins, il y a souvent une appréciation qui est quand même plutôt raide. Voilà. Donc ce sont un peu deux forces qui s'opposent. Oui. C'est pour ça qu'il faut que les familles soient absolument assistées. Absolument, c'est indispensable. Voilà, ce que j'allais vous dire. À quel moment les familles arrivent vers vous? Parce que, alors, notre enfant se fait mal. On va prendre un exemple. Il tombe à l'école, on casse les lunettes rentrent dans l'œil, on ne sait pas trop. On va à l'hôpital, on est évalué, mais on voit qu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se retourne vers un avocat? Il faut immédiatement se retourner vers un avocat. La véritable difficulté de cette matière qui est la réparation du dommage corporel, c'est justement le fait que les gens, dans la grande majorité, ignorent qu'ils peuvent faire appel à un avocat. D'où notre émission aujourd'hui. Parce qu'il y a une notion peut-être aussi financière qui fait peur, qui inquiète, alors que ça ne doit pas être le cas. Mais on n'a pas encore ce réflexe, comme on peut voir dans certains pays. Vous prenez par exemple les États-Unis. Tout le monde a entendu parler du café brûlant chez McDonald's et de la personne qui fait un procès à McDo et qui gagne des millions. Eux, là-bas, ils ont vraiment ce réflexe indemnitaire. En France, pas encore, malheureusement. Donc c'est vrai que il faut en parler, c'est très très important, parce que ça peut avoir des conséquences très très importantes. Donc immédiatement, les familles, les parents doivent prendre attache avec un avocat, de préférence un avocat qui maîtrise la matière, le dommage corporel, et le barreau de Marseille regorge de beaucoup de confrères très compétents en la matière. Il faut aller vers cet avocat qui immédiatement va pouvoir intervenir d'abord sur l'aspect responsabilité, parce que encore une fois, j'insiste, mais avant l'indemnisation, il y a faire reconnaître le droit à indemnisation, ce qui n'est pas toujours très facile. Donc l'avocat va prendre le dossier en charge et surtout l'avocat est un véritable soutien parce que on va au-delà de notre métier finalement qui est celui de conseil juridique. Moi toutes les familles que j'accompagne sur des dommages causés à des enfants plutôt graves, ce sont des dossiers qui donc sont très très longs puisque les consolidations donc prennent du temps. Ça fait il y a des dossiers que j'ai depuis 10 ans. Où donc vous voyez l'enfant grandir et vous êtes en contact permanent avec la maman, avec le papa, pour plein de sujets qui parfois ne sont pas juridiques. Donc l'avocat va intervenir tout de suite et va finalement devenir un peu un membre de la famille. Parce que il va être un véritable soutien, il va répondre aux questions et puis il va ensuite se battre pour que l'indemnisation soit à la hauteur et que la réparation des préjudices soit intégrale. Parce que certes, c'est le principe, c'est-à-dire que la réparation des préjudices doit être intégrale, mais dans les faits, c'est parfois plus compliqué. Alors, quel délai pour être indemnisé? Alors en matière de dommages corporels, on sait que le délai de prescription ne court pas avant les 18 ans de la jeune victime. Absolument. Donc il y a le délai de 10 ans, quant à lui, ne rentre en compte qu'à compter de la consolidation, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la date à laquelle les lésions prennent leur caractère définitif. Tout à fait. Alors en réparation du dommage corporel, finalement vous avez 10 ans pour intervenir à compter de la date de consolidation. La consolidation ne veut pas dire guérison. Souvent, les gens font pas trop la différence alors qu'elle existe. La consolidation, c'est simplement à un moment
figées, vos blessures ne vont pas évoluer. Elles vont pouvoir s'aggraver avec le temps ou avec d'autres événements, mais en tout cas, il y a un moment où on va figer la situation et on va dire voilà, c'est consolidé, ça bouge plus. C'est-à-dire que vous pouvez faire le nombre de séances de kiné que vous voulez, votre bras retrouvera pas sa mobilité, votre épaule son amplitude, donc vous allez rester figé et à ce moment-là, on va pouvoir indemniser, on va pouvoir liquider les préjudices. Évidemment, chez l'enfant, c'est particulier puisque très souvent, on attend donc la majorité pour pouvoir consolider. Moi, j'ai le cas d'un petit garçon qui a été totalement amputé d'une main quand il avait 7 ans. On va le consolider prochainement, probablement, parce qu'il va avoir 18 ans et que, voilà, on a désormais une vision de ce que va être sa vie, de ce qu'il veut faire. Donc, à partir de cette majorité, vous pouvez rajouter de nouveau un délai. Sachant que, parce que c'est important, à partir du moment où votre état de santé s'aggrave, il y a un nouveau délai qui commence à courir. Oui. Puisque finalement, votre état de santé va s'aggraver, il va falloir de nouveau déterminer la consolidation qui va refaire partir un nouveau délai. C'est quand même un système qui est très favorable pour les victimes. En France, on a quand même quelque chose qui est assez favorable aux victimes. Et évidemment, dans le sud et dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, on a des indemnisations aussi qui sont assez favorables. Donc, les gens ne doivent absolument pas hésiter parce que finalement, ce sont des procédures qui se terminent bien, très souvent. Oui, heureusement. Heureusement, ce que j'allais dire, heureusement. Alors, en fait, qui gère les fonds durant la minorité de l'enfant ? Alors, évidemment, ça dépend de l'ampleur un peu du dossier au niveau financier. Ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est faire appel à un tuteur, quelqu'un qui va pouvoir gérer justement l'argent et donc on saisit très souvent. Alors si on le fait pas, nous avocats, souvent ce sont les assurances qui le font, c'est-à-dire ils saisissent le juge des tutelles en disant voilà, parce que très souvent vous vous retrouvez quand même avec des sommes d'argent très importantes qui doivent être affectées au préjudice, mais là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très difficile de faire la différence parce que très souvent vous avez des accidents et évidemment la maman, principalement, très souvent, mais parfois aussi le papa, va cesser son activité professionnelle pour pouvoir s'occuper de son enfant. Donc là, c'est pareil, vous êtes toujours confronté finalement à des difficultés de positionnement. Ça, c'est très compliqué pour les parents. C'est-à-dire, est-ce que vous avez arrêté de travailler, vous occupez de votre enfant, mais parce qu'il est en situation de handicap ou parce que vous êtes sa maman? Et pourquoi vous avez acheté des chaussures comme ça? Alors, la maman va dire, oui, mais en fait, il a besoin de chaussures à scratch. Ouais, il faut systématiquement se justifier. Ce qui, au niveau moral, est quand même extrêmement lourd. Bien sûr. Donc, c'est vrai que faire appel souvent à un juge des tutelles qui dit, bon, ben voilà, je vais désigner un tuteur. Et puis, ça peut être une manière aussi pour les parents d'avoir un point en moins sur la gestion financière. Après, ce sont les représentants légaux, ils sont censés gérer correctement les fonds. Ça se passe souvent très très bien. C'est plus compliqué pour les victimes adultes qui ont souvent des troubles cognitifs et qui ont un entourage qui parfois va vouloir profiter. Chez l'enfant, ça se voit quand même plus rarement. Une fois que c'est terminé, que l'enfant a 18 ans, etc., que l'indemnité est fixée, alors, vous l'avez dit, je crois, tout à l'heure, est-ce que vous pouvez quelques années après réouvrir le dossier, en fait? Bien sûr, et puis c'est souvent le cas. D'accord. Puisque finalement, alors ce qu'on pourra jamais faire, c'est pour ça que c'est fondamental d'être assisté par quelqu'un qui maîtrise la matière, ce qu'on pourra jamais faire, c'est revenir sur les préjudices qui ont déjà été indemnisés. Ok. En revanche, il y a des situations qui évoluent. Vous avez des victimes qui deviennent un jour parents, qui ont des enfants et qui subissent des préjudices dans leur parentalité pour porter l'enfant, voilà. Donc, par définition, quand on a un traumatisme jeune, celui-ci va quand même évoluer tout au long de la vie. Donc, on va pouvoir réouvrir le dossier en aggravation quand il va y avoir de nouveaux préjudices qui vont surgir, qui peuvent être vraiment divers et variés.
Donc là, pareil, il faut des expertises médicales, c'est très long Systématiquement. aussi, et on se retourne toujours contre la personne qui a... Exactement, c'est pour ça que la première partie du dossier, celle de la responsabilité, est fondamentale. Bien sûr, parce que si vous n'avez pas de payeur, si vous n'avez pas de responsable, vous n'aurez pas d'indemnisation. D'accord. Oui, ça peut durer des années. Bien sûr. Donc après, vous avez évidemment des personnes qui ont des contrats qui sont assez protecteurs, mais souvent très limités. Puisque, comme ce sont des contrats, le contrat fait la loi des parties, le contrat va être plafonné, ce qui n'est pas le cas en matière légale, où vous n'avez pas de limite d'indemnisation. C'est vrai que c'était important. Alors, je pense que c'était très important de faire cette émission parce que, comme vous l'avez dit, il y a énormément d'accidents qui se passent avec des choses graves et qui sont laissés un petit peu... voilà. Oui. Et c'est vrai que de se faire... non, ils savent pas. De se faire... Alors, c'est vrai que vous l'avez dit aussi, il y a l'aspect financier qui peut faire très peur, mais bon... Il y a les aides juridiques, il y a aussi... Il y a les protections juridiques, il y a l'aide juridictionnelle, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais il y a surtout une intervention de l'avocat en matière de dommages corporels qui est celle, en fait, sur la rémunération, où on travaille au résultat. Voilà. Donc l'avocat a un pourcentage sur l'indemnisation qu'il va recouvrer pour son client. Ce pourcentage, évidemment, varie en fonction de beaucoup d'éléments, en fonction de la gravité du dossier, en fonction de sa notoriété, de sa réputation, en fonction du travail qu'il va y avoir à accomplir. Donc souvent, vous avez un honoraire fixe qui n'est pas très élevé, qui peut être pris en charge par les protections juridiques, et un honoraire de résultat, ce qui fait qu'en réalité, finalement, le client n'a pas d'honoraire à avancer. C'est ça. Voilà. Non, c'est important. Quand on n'a pas d'honoraire à avancer, c'est quand même, ça change quand même pas mal de choses. Donc les gens ne doivent pas avoir peur. D'autant que souvent le premier rendez-vous dans cette matière, ce qui n'est pas le cas dans d'autres disciplines, n'est pas facturé. Donc, mais il faut que que les gens fassent la démarche de se faire aider, de se faire conseiller, sachant que très souvent il y a une petite emprise de la compagnie d'assurance. Sur ne prenez pas d'avocat, ça n'a pas d'intérêt, ça ne sert à rien, nous on est là pour vous aider. C'est pas la même chose. Non. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, j'insiste sur ce rôle de l'avocat en pareille matière qui est quand même un peu particulier, puisqu'on touche vraiment à l'humain, à sa sphère intime, et on entre dans la vie des gens. Vraiment, puisqu'il y a souvent des préjudices. Il faut aller partout. Il faut pas avoir peur de poser des questions. Les gens souvent sont gênés. Je pense par exemple au préjudice sexuel, qui peut être un préjudice, un peu mis de côté parce que on n'ose pas, parce que avec l'avocat, il faut qu'il y ait cette confiance et pour pouvoir aborder tous les sujets. Audrey, merci beaucoup. Je pense que j'aurais continué à vous poser 1000 questions, mais le temps nous ramène. Merci beaucoup. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.